podcast. Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le charme mystérieux des îles, un film radiophonique de Louis Rognoni, avec Jean-Roger Cossimon, Evelyne Selena, Pierre Constant, Marie-Jeanne Gardien, Claude Dasset et Pierre Delbon. Bonjour, Capitaine. Salut, Jonathan. Ah, content de vous revoir, Capitaine. Donnez votre valise. Vous avez fait bon voyage? Fatigant, assez fatigant. Ah, la mer était très mauvaise, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas la traversée, au contraire. L'air du large me rajeunit toujours. Seulement, pour venir de Paris, il n'y avait plus de place dans l'avion de l'Orient et le train était bondé. Je vous ai toujours dit, Capitaine, que ça serait plus simple d'aller là-bas en voiture. Et la prochaine fois... Il n'y aura pas de prochaine fois, Jonathan. Je n'ai plus rien à faire sur le continent. Toujours aussi capricieuse à ce que j'entends. Elle se fait vieille, Capitaine. Et c'est avec ce tas de ferraille que tu voulais m'emmener jusqu'à Paris? C'est-à-dire... n'est-ce pas, ça aurait été peut-être l'occasion idéale de lui trouver une remplaçante. Et de changer de chauffeur pendant qu'on y était. Oh, Capitaine, vous avez plus confiance en moi? Toi aussi, tu te fais vieux. J'ai 10 ans de moins que vous, Capitaine. À nos âges, ça ne veut plus rien dire. Dépêche-toi. Yves a repéré la voiture. Il vient vers nous. Je ne veux pas le voir. Fais vite. Je fais ce que je peux, Capitaine. Fonce, mais fonce donc. Qu'est-ce que t'attends? Il y a du monde, Capitaine. Ils se rangeront. Fonce. Hé là, ne fonce pas trop fort tout de même. Ne vous en faites pas, je connais la route, Capitaine. La voiture aussi, heureusement. Quelle nouvelle pendant mon absence? Monsieur Yves, il est venu tous les jours à la maison pour savoir quand vous seriez de retour. Ce n'est pas une nouvelle, ça. Il fallait s'y attendre. Monsieur Yves, il a beaucoup insisté pour savoir ce que vous étiez allé faire à Paris. Il m'a même payé à boire. J'ai accepté. Naturellement. T'as raison. Ce sont des choses qui ne se refusent pas. Alors, que lui as-tu répondu? Rien, Capitaine. Rien, vu que vous êtes parti sans rien me dire. Tu vois, Jonathan, comme le répétait si souvent un ami à moi, qui avait plus ou moins barboté dans les services secrets, moins on en sait, mieux on se porte. Si je t'avais fait des confidences, imagine ce qu'elle serait devenue entre la 5e et la 6e tournée. Oh, Capitaine, on dirait que vous me connaissez pas. Ah ben si, justement si. Alors ne fais pas cette tête-là, matelot. Il n'y a que les gens tristes qui boivent sans bavarder. C'est la dernière fois que je te le dis, je ne veux pas te voir derrière ce bar, c'est compris? Il n'y avait personne pour servir. Eh ben, Roger, Il faisait la cave. il fallait lui demander de remonter. Si tu t'imagines que c'est en servant les petits rouges à tous les soifards du pays que les affaires de l'hôtel s'arrangeront. C'est pas non plus en laissant n'importe qui tripoter dans la caisse. Roger ne nous ferait pas tort d'un centime, il est d'une scrupuleuse honnêteté. On peut pas en dire autant de tous les clients. Mais enfin, tu connais Roger, il est pas très vif, il se trompe toujours dans le compte détourné. La meilleure preuve? T'as vu la recette d'aujourd'hui? Ouais, parlons-en. Bon, c'est peu, évidemment. Mais c'est 3 fois plus que d'habitude. Alors,
Alors je maintiens que ta place n'est pas au bar. Oh. Il y a bien d'autres choses à s'occuper dans la maison. Et puis d'ailleurs, pour toi, tu sais très bien que c'est pas une question d'argent. Pas question d'argent. En ce moment? Bah, qu'est-ce qu'il te faut? Je sais très bien ce que je dis, tu m'as compris. Tu te fous de la recette. Hein. Ce qui t'intéresse, c'est de voir tous ces hommes autour de toi. De les dominer du haut de ton comptoir, de les provoquer. Mais tu viens de dire que c'était des soifards. Et alors? On dirait que plus leurs hommages sont grossiers, plus t'en es flatté. Seulement, je ne tolérerai pas que ma maison devienne une maison de tolérance, précisément. Bah, merci pour moi. Il ne s'agit pas de toi, mais de ce que peuvent penser les autres. Tu connais pas le pays. Bah, ici comme ailleurs, les gens préfèrent être servis par une femme souriante plutôt que par un garçon revêche et abruti. Enfin, c'est pas un crime d'être aimable avec la clientèle. Tu as une manière d'être aimable qui est beaucoup plus que de l'amabilité. T'es ridicule. Je ne tiens pas à le devenir, ce qui est différent. Et c'est pourquoi, pour la dernière fois, je t'interdis de t'occuper du bar. Soit. Seulement quand on est jaloux, on laisse pas sa femme toute la journée pour courir je sais pas où. Pourquoi je serais pas jalouse, moi aussi? Tu t'imagines que c'est pour mon plaisir que je me démène comme je le fais? On dirait que tu connais pas la situation. Et t'as trouvé ce que tu cherchais? Non. Oh, à propos. Le vieux Forban est là. Ah? Ouais, il est revenu, il est arrivé par le courrier de cet après-midi. Je l'ai vu. Alors tu lui as parlé? Non. Mais enfin, pourquoi? Ah, pourquoi? Parce que dès qu'il m'a aperçu, il a donné l'ordre à Jonathan de filer. Tu crois qu'il a fait exprès? Comme si tu le connaissais pas. La dernière fois que j'étais parvenu à le rencontrer, il n'avait pas dit non. Il avait ajouté avec son sourire paplard, « Petit, nous verrons ça demain. » Eh ben, j'aurais dû me méfier. Le lendemain, il était parti pour Paris. Il s'était foutu de moi. Comme il s'est encore foutu de moi cet après-midi sur le quai. Mais tu sais pas t'y prendre avec lui. Si tu voulais me laisser m'en occuper. Parbleu. Il demande que ça. Ma raison de plus. Profitons-en. Enfin, Marthe, tu parles pas sérieusement, non? Regarde-moi, je n'ai pas réussi comme je le voulais. Tu as parfois envers moi des mouvements d'impatience, pour ne pas dire de mépris. Si, ne t'en défends pas, je les mérite. Mais crois-tu que je sois homme à aller vendre ma femme? Hein? Le crois-tu? Comme s'il s'agissait de ça. Avec lui, il ne saurait pas s'agir d'autre chose, crois-moi. Bon, c'est toi qui parles pas sérieusement. C'est ton oncle. Le mien, par conséquent. Et il a 70 ans. Allez, viens te coucher, va. Il est l'heure. Nous reparlerons de tout ça calmement demain matin. Marie, vous préparerez la chambre bleue. La chambre bleue. Oui. Qu'y a-t-il d'étonnant? Ne suis-je pas clair? Y a-t-il quelque chose que vous n'ayez pas compris? Oh non, monsieur. Vous venez de me demander de préparer la chambre bleue. Alors, allez-y. Ben, ça dépend. Pardon? Je dis ça dépend. Et de quoi, Marie? Si je reste ou si je ne reste pas à votre service. Et pourquoi m'abandonneriez-vous, ma brave Marie? Parce que je vous demande de préparer la chambre bleue? Précisément, monsieur. Je ne comprends pas. Expliquez-vous. Cette chambre est réservée aux invités. Mais naturellement, ce n'est pas moi qui vais y coucher. Je suis fort bien dans la mienne. Alors, si c'est comme la dernière fois, si l'invité est une de ces créatures que vous êtes allé chercher à Paris ou ailleurs, ben j'aime mieux vous dire tout de suite qu'il ne faut pas compter sur moi. Ah, j'en ai entendu de belles dans le pays. Et ça vous fait rire, vieux schnappant. Ah non, Marie, je ne suis pas si vieux que ça. Vous verrez quand vous serez mort, si vous n'êtes pas si vieux. J'ai l'impression, Marie, qu'une fois mort, je ne verrai plus rien du tout. Naturellement. Vous ne croyez ni à Dieu ni à diable. Hein? Si, je crois à l'un des deux, mais je ne vous dirai pas lequel. Rien que pour vous embêter. Bon, cette fois j'ai compris. Il ne me reste plus qu'à m'en aller. Vous n'avez rien compris du tout. Mais ceci vous regarde. De toute façon, il est trop tard. Mon invité est un jeune homme. Enfin, compte tenu de nos âges, disons plutôt un homme jeune. Le fils d'un camarade à moi que j'ai connu autrefois dans la mer des Antilles. Voilà.
Vous êtes rassuré? Eh ben, oui. Eh bien, allez préparer la chambre, vieille sorcière. Entrez, cher monsieur, entrez. Avez-vous fait un bon voyage? Fort bon, je vous remercie. Asseyez-vous. Comment aimez-vous le punch? Peu ou beaucoup de sirop? Pardon, monsieur? Je vous demande comment vous avez l'habitude de prendre le punch, avec peu ou avec beaucoup de sirop? C'est que je n'ai pas l'habitude de prendre le punch. Ah ben moi si. Mais tranquillisez-vous, je ne suis pas raciste et je tiens à votre disposition d'autres boissons, des boissons exotiques telles que le whisky ou le pastis. Je vous remercie, monsieur, mais je ne bois pas. Ah. Cela semble vous contrarier? Oh bon, pourquoi? Non, je viens de vous dire que je n'étais pas raciste. Comment trouvez-vous cette maison? Fort belle, monsieur. C'est un ancien fortin construit après l'invasion anglaise de 1761. S'il avait été construit avant, peut-être qu'elle n'aurait pas eu lieu, car par la suite, les Anglais n'insistèrent pas. Il y avait longtemps que les pièces d'artillerie avaient été retirées quand les Allemands arrivèrent en 1940. Que voulez-vous, on ne les attendait pas du côté de Belle-Île, mais plutôt du côté de la ligne Maginot. Oui, pendant toute la première partie de la guerre, les Allemands se sont montrés fort contrariants. Alors, permettez-moi de boire seul à votre santé, monsieur, puisque vous ne daignez pas m'accompagner. Et qu'attendez-vous de moi, monsieur? Voilà. Je ne veux pas mourir assassiné. Ben oui, c'est comme ça. À mon âge, ce souhait peut paraître puéril, surtout si l'on considère la variété des souffrances que peuvent nous infliger des quantités de maladies. Mais je ne veux pas mourir assassiné. C'est ma coquetterie. J'ai décidé de mourir de ma belle mort, même si elle ne doit pas être très jolie. Comprenez-vous ce sentiment, monsieur? Et vous comptez sur moi pour vous éviter cet incident, enfin, cette fin que vous ne souhaitez pas? Oui, en vérité, je n'en souhaite aucune, mais comme c'est malheureusement impossible... Somme toute, vous m'engagez pour être votre garde du corps. C'est cela, c'est exactement cela. Et pourquoi ne pas m'en avoir parlé quand nous nous sommes rencontrés à Londres? Je n'ai pas dissimulé la vérité, rappelez-vous l'annonce du Times. Je la connais par cœur. J'avais spécifié homme jeune, rompu à tous les sports de combat, goût du risque, pour mission à l'étranger. Rémunération élevée. Vous ai-je trompé? Vous êtes anglais, vous êtes donc ici à l'étranger. Et quant à la rémunération élevée, je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Alors... Tout d'abord, monsieur, je ne suis pas anglais, mais écossais. Je sais, c'est une nuance dont les étrangers ne s'embarrassent guère, mais j'y tiens. Je vous prie de m'excuser. Je vous crois suffisamment gentleman, en effet, pour respecter les conventions financières dont nous sommes convenus. Seulement, c'est moi qui ne le serai pas en acceptant votre proposition. Ici, dans ce vieux fortin que j'ai pris la peine d'examiner avant de me présenter à vous. Vous ne risquez rien. La mer d'un côté, les fossés de l'autre. Pourquoi un garde du corps, alors qu'un simple chien suffirait à éloigner les rôdeurs? Oui, pour les rôdeurs, je n'ai pas besoin de chien, non. Le vieux Jonathan a le sommeil léger et la gâchette facile. Une giclée de gros sel dans le cul et de la chevrotine s'ils insistent. Alors, vous voyez bien que vous n'avez pas besoin de moi. Les rôdeurs, mon petit, c'est du folklore. Et c'est vous qui m'en avez parlé le premier. Seulement, je ne vois pas ce que pourrait faire ce brave Jonathan avec sa pétoire chargée de sel contre un commando de tueurs bien organisé et décidé à avoir ma peau. Ah! Voilà qui est beaucoup plus intéressant. Et vous aviez parlé de whisky tout à l'heure? Et vous aviez refusé? J'ai changé d'avis. Soit. À la vôtre, mon petit, en espérant que vous ne changiez pas trop souvent d'avis. Vous avez dit un commando de tueurs. Oui. Vous les avez repérés? Vous savez à quoi ils ressemblent? Ben non, jeune homme, non. Si je les avais repérés, je n'aurais pas eu besoin de faire appel à vous. Pour arriver jusqu'à mon âge, j'ai toujours suivi ce principe. Tirer le premier. Oh non, non.
Ne souriez pas. Mon bras ne tremble pas. Tout à l'heure, si vous le voulez, nous descendrons sur la plage et nous ferons quelques cartes. Je vous crois, monsieur, je vous crois. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir une petite lueur de rigolade dans les yeux. Je vous assure, monsieur, que Oui, bon, allons, ne vous défendez pas. Avec moi, c'est sans importance, mais à une table de poker, ce serait désastreux. Je ne sais pas, je ne joue jamais au poker. Et qu'est-ce que vous faites d'autre depuis que vous êtes entré dans cette pièce? Hein? Vous ne connaissez pas ces tueurs? Non. Mais vous avez bien une idée sur la personnalité de celui qui vous les envoie. Une idée assez précise, oui. Qui? Connaissez-vous beaucoup d'organisations criminelles assez puissantes pour expédier de l'autre côté de l'Atlantique un ou plusieurs types à seule fin de punir quelqu'un qui les aura gênés? Les faits qui vous sont reprochés ont eu l'Amérique pour théâtre. Vous comprenez vite et je pense que nous finirons par nous entendre. Une précision cependant. De même que tout à l'heure, vous m'avez fait remarquer, avec juste raison, qu'il ne fallait pas confondre un Écossais avec un Anglais, il ne faut pas oublier non plus que le terme « Amérique » ne désigne pas forcément les États-Unis. Les Antilles, c'est aussi l'Amérique. Vous ne connaissez pas les Antilles, je crois. Non, non, monsieur, non. Quelle magnifique région! Et comme la littérature des dépliants touristiques est une bien pauvre littérature, il est vrai qu'elle est destinée à des touristes. On s'extasie sur les cocotiers, les couchers de soleil, en négligeant le principal. Le principal, jeune homme. C'est-à-dire, monsieur... C'est-à-dire qu'au cours d'une navigation normale, on ne rencontre jamais deux îles de suite appartenant au même État, possédant le même gouvernement, soumises au même règlement douanier, et je ne parle pas des ports francs. Pensez à tout le parti qu'un navigateur avisé peut tirer d'une telle situation. Jeune homme, pendant 50 ans, je me suis donné bien du bon temps. Monsieur, si nous pensons à la même organisation criminelle, j'avoue que j'ignorais que son empire s'étendait jusque sur les Antilles. Il m'arrivait de relâcher à la Nouvelle-Orléans. Et c'est là que vos ennuis ont commencé. Oui. À la suite de quelles circonstances? Pour combattre les tueurs lancés à mes trousses et qui, eux, ignorent tout de ces circonstances, je ne vois pas en quoi cela vous avancerait de les connaître. Excusez-moi, monsieur. Pour vous marquer ma confiance, je vous les dirai quelques jours. Mieux vaut pour l'instant parer au plus précis. Si du moins vous acceptez ma proposition. Sinon, je vous signale qu'il y a un bateau cet après-midi à 4h30. Exact, je m'étais renseigné. Alors, Je pense que je vais rester. vous n'avez plus l'impression de voler votre argent? Non. Estimez-vous n'être pas assez payé? Tout dépend à quel tarif vous avez vous-même mis votre tête à prix. Pour l'instant, ces conditions vous conviennent-elles? Oui. Avez-vous apporté une machine à écrire, comme je vous l'avais demandé? Oui, seulement, je vous répète ce que je vous avais déjà dit à Londres. Je tape très mal, mais alors là, vraiment très très mal. Mais aucune importance, la machine, c'est pour votre couverture. Pardon? Quelle couverture? Je ne comprends pas très bien. Ah oui. Personne, ici, à la maison ou dans l'île, ne doit connaître les vraies raisons de votre présence à mes côtés. Alors j'ai imaginé une petite mise en scène. Vous êtes le fils d'un vieux camarade à moi, le commandant Jacobsen. Vous êtes écrivain. Et vous êtes venu pour écrire ma biographie. Alors, aucune raison que vous soyez déçu. D'ailleurs, il y a vraiment matière à plusieurs romans. Et c'est vraiment dommage que vous tapiez si mal à la machine. Mais là n'est pas la question. Cette identité et cette occupation supposée constituent ce qu'on appelle, dans les services de renseignement, une couverture. Avez-vous compris cette fois? Je pense que oui. Bon. Alors, chacun sait que les écrivains, surtout s'ils sont anglo-saxons, fréquentent assidûment les bistrots. Personne ne s'étonnera de vous y voir et ainsi vous pourrez recueillir des renseignements fort utiles. C'est une couverture, comme vous dites, qui me semble tout à fait convenable et je rends hommage à votre imagination. Jeune homme, quand on a vécu ce que j'ai vécu, croyez-moi, il faut avoir énormément d'imagination pour arriver jusqu'à 70 ans. Et si ce n'est pas indiscret, mais si ça l'est, rien ne vous oblige à me répondre. Depuis combien de temps vivez-vous à Belle-Île? Depuis 2 ans. Ah. Vous l'auriez appris de toute façon dans les bistrots. Oui. Il est facile de deviner ce que vous pensez.
Vous vous demandez comment ou pourquoi des tueurs si bien organisés ont attendu 2 ans pour retrouver ma trace. Oui, en effet. Si je vous ai préféré aux autres candidats, c'est à cause de votre vivacité d'esprit. Mais pourquoi ces 2 longues années de répit? Je ne suis pas un gibier tellement facile à chasser. Surtout quand je sais que les chiens sont lâchés. Ouais. Ils en avaient après un certain François Lebras. C'est mon véritable nom. Un nom assez répandu dans toute la Bretagne. Ils ignoraient qu'à force de naviguer sous différents pavillons de complaisance, j'avais réussi à obtenir un passeport de complaisance. Tenez, le voici. C'est un document tout ce qu'il y a d'officiel et dont les cachets sont rigoureusement authentiques. Lisez, République du Nicaragua, passeport 723 218, délivré au citoyen Hermano d'Acosta. Délicate attention, n'est-ce pas? Et dont l'humour ne vous échappera pas, je l'espère. Hermano d'Acosta, le frère de la côte. Le frère de la côte, c'est moi. Et l'humble demeure dans laquelle j'ai l'honneur de vous recevoir est la propriété d'un honnête citoyen nicaraguayen, El Señor Hermano d'Acosta. Je ne mets peut-être pas tous les accents toniques où il le faudrait, mais j'ai toujours assez mal baragouiné l'espagnol. Ouais. Êtes-vous satisfait, jeune homme? Non, du moins pas encore. Ah ben, décidément, vous me plaisez. Que voulez-vous savoir? Ce serait terriblement romantique et vraiment trop facile de vous répondre la vérité. Disons, plus modestement, une partie de la vérité. C'est-à-dire? Comment vos ennemis sont-ils parvenus à savoir que le seigneur Hermano d'Acosta et François Lebras ne faisaient qu'un? Ils ne le savent pas encore, Dieu merci, sinon nous ne serions pas là tous les deux à boire tranquillement un verre. Mais à mon avis, ils ne vont pas tarder à le savoir. Vous disposez d'éléments pour être aussi affirmatif? Ouais, je pense bien. Quels éléments? Je vous ai dit que Lebras est un patronyme assez répandu en Bretagne. On m'a rapporté, et les informateurs dignes de foi, que quantité de ces Lebras, à Tréguier, à Trébeurden, à Saint-Malo, à Rennes, à Paris même, avaient été contactés par des individus qui leur faisaient miroiter un héritage possible du côté d'un certain François Lebras, qui aurait fait fortune aux Amériques. Alors c'est seulement sur ce dernier point qu'il ne mentait pas. Ici, qu'avez-vous à craindre? Jeune homme, j'ai le malheur d'avoir un neveu, et qui s'appelle Yves Lebras, marié à une charmante femme d'ailleurs. Ce neveu s'efforce plutôt mal que bien de tenir un hôtel. Vous pouvez être sûr que si les autres zigotos tombent sur lui, il va les conduire directement au tonton d'Amérique. Et le plus simple, ne serait-il pas de le prévenir? Oh, non, jeune homme. L'histoire nous apprend qu'il ne faut jamais mettre un imbécile dans son jeu. À plus forte raison si cet imbécile fait partie de la famille. Pensez à tous les ennuis que Napoléon se serait évité s'il avait été fils unique. Et considérez que mon neveu a tout intérêt à me voir flinguer, étant donné qu'il est mon seul héritier et que ses affaires ne marchent pas tellement bien. Vous ne dites rien? Je réfléchissais, monsieur. Et à quelle conclusion vous mènent ces réflexions? Si j'ai bien compris, monsieur, le danger viendra du côté de votre neveu. C'est lui qu'il faut surveiller. Je crois que vous avez compris. Ce qui ne vous empêchera pas, bien entendu, d'être à l'arrivée de chaque courrier. Il y en a 2 par jour. Cela m'étonnerait que vous envoyiez descendre de pâles individus tout vêtus de noir, avec un étui à violon à la main, mais sait-on jamais. La tradition est une force dont on ne soupçonne pas toujours la puissance. Et les hommes, qu'ils soient boutiquiers ou gangsters, aiment tellement s'identifier aux héros de cinéma. Alors, dans ce cas-là, évidemment, vous les descendrez. Toujours tirer le premier, hein, quitte à s'excuser ensuite. Oui, mais tirer avec quoi? Ah oui, c'est juste. Je vous avais recommandé de ne pas vous encombrer d'une artillerie tapageuse, toujours propre à éveiller l'attention des douaniers. Venez par ici. Colt, Beretta, Smith et Wesson, Cobra. Ah, amusant le Cobra, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas vous influencer, hein. Choisissez. N'oubliez pas que je vous ai lancé un défi tout à l'heure.
Nous allons descendre sur la plage. Venez. Alors, Jimmy, vous permettez que je vous appelle Jimmy? Mais je vous en prie, monsieur. En revanche, moi, j'aime bien qu'on m'appelle Captain. Alors, entendu, capitaine, appelez-moi Jimmy. Alors, Jimmy, vous ai-je menti en vous parlant de mon aptitude au maniement des armes à feu? Oh, certainement pas, capitaine. Certainement pas. Et ceux qu'on a chargés de vous descendre trouveront à qui parler. Oh, vous savez, il n'y a pas grand-chose à faire contre un tireur embusqué avec un fusil à lunettes, même si l'on sait se servir d'un revolver. Et puis, je n'ai plus mon agilité d'autrefois, je ne tire plus aussi rapidement. Ah, jeune homme, où sont mes 50 ans? Et je me suis donné beaucoup de mal pour faire juste un tout petit peu mieux que vous. Si c'était pour tirer moins bien que moi, Jimmy, je ne vous aurais pas engagé. Au fait, capitaine, pourquoi avoir entrepris ce voyage à Londres pour m'engager, moi? Un Français aurait tout aussi bien fait l'affaire. Mais non, Jimmy, non. Un Français n'aurait pas pu tenir votre rôle, celui du fils d'un vieux camarade à moi. Ça aurait été trop risqué. Ici, dans n'importe quel bistrot, vous rencontrez des gars qui ont bourlingué sur toutes les mers du monde. Quand ils n'ont pas servi personnellement sur tel ou tel bâtiment, ils ont toujours un parent ou un ami qui y a été embarqué. Il lui aurait posé des questions embarrassantes. On aurait pu découvrir la supercherie. Tandis qu'avec la Navy, nous sommes à l'abri de telles surprises. Que pensez-vous de mes raisons? C'est habile, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Oh, Jimmy, quelle méfiance. Capitaine, vous me payez pour être méfiant. Mais pas avec moi. Allez, on met ça? Encore Allez. un petit carton avant de passer à table? Oh, si vous voulez, capitaine. Alors, à vous l'honneur. Oh, arrête de marcher comme ça. Est-ce que tu peux être agaçant? 3/4 d'heure maintenant que nous sommes ici. Il le fait exprès. Je te dis qu'il le fait exprès. Bon, bah du moment que tu le sais, n'entre pas dans son jeu, reste calme. Restez calme, facile à dire. Et puis je trouve ça d'une grossièreté vis-à-vis de toi. Ouais, non. C'était bien la peine d'exiger que tu sois présente. C'est lui qui l'a exigé. Oh, ça, je sais bien que de toi-même, l'idée t'en serait pas venue. Bon, certainement pas. On n'a pas si souvent l'occasion de sortir, et pour une fois que nous sommes invités à dîner, t'aurais trouvé normal d'y aller seul. Parfaitement. Ouais, bah tu parlais de grossièreté à l'instant. Que dire de ta muflerie? Enfin, Marthe, tu sais très bien qu'il ne s'agit pas d'une réunion mondaine d'une part, et que d'autre part, il est très mauvais pour notre commerce que nous soyons tous les deux absents. Alors, Mais Roger est là. Il est parfait, il a toute ta confiance. Puis il a le droit de servir au bar, lui. Condition qu'il y ait des clients, ce qui serait assez étonnant. non, je t'en prie, Marthe, c'est vraiment pas le moment de me faire une scène. Ah. Oh, monsieur m'a demandé de dire à madame et à monsieur qu'ils s'excusent de les faire attendre comme ça. Mais il est tout excusé, Marie. Et Oui, c'est oui, que oui. Monsieur a encore du travail. Tu parles. Ah, il a dit que si vous vouliez prendre un verre en l'attendant, tout est là, dans ce petit meuble. Merci, Marie, on se débrouillera. Il y a même de la glace là-dedans. Très bien. Ah, alors, je retourne dans ma cuisine. hein. C'est ça, n'allez pas faire brûler le dîner par-dessus le marché, ça serait le boucher. Yves. Bon, c'est intelligent comme réflexion. Si tu t'imagines que la vieille sorcière m'a entendu. Non, mais tu devrais crier plus fort. Qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, ici non plus, j'ai pas le droit de servir à boire? Décidément, c'est une idée fixe. Oh, sois pas stupide, Marthe, il s'agit pas de cela. Seulement, j'aime pas avoir l'air d'obéir au doigt et à l'œil au vieux Forban. Quand je pense à ce qui s'est passé ce matin, je l'avais aperçu sur la plage. Je me suis dirigé vers lui. C'est à ce moment-là qu'il s'est mis à tirer. Ah oui, d'accord, j'avais été imprudent. Mais... Je remonte à la maison, je l'attends. Il refuse de me recevoir.
Et c'est par Jonathan qu'il me fait transmettre ses ordres. Parfaitement, ses ordres. Ce soir, dîner avec madame. Et inutile de venir sans madame. C'était plutôt gentil pour moi. Non, mais qu'est-ce qu'il se croit? Non, écoute, Marthe, je te préviens, si dans 5 minutes il est pas là, nous partons. Bon. Tu sais très bien que t'en feras rien. Alors pourquoi t'énerver et m'énerver, moi aussi par la même occasion? Oh, puis écoute, arrête d'aller venir comme ça, tu me donnes le tournis. Calme-toi. Prends un verre puisqu'il t'y a invité. Au fond, t'as peut-être raison. Sommes-nous pas chez nous ici? Bon, Bon, enfin, c'est une question de patience. Qu'est-ce que je te sers? un peu de whisky, s'il te plaît. Je me disais aussi, toi refuser un verre, ça s'était encore jamais vu. Non, attention, Marthe, tu vas tout gâcher. Oh, je dis rien. Merci. À ta santé. Ou plutôt à nos finances. Elles en ont bien besoin. Salut et pesetas. Qu'est-ce que c'est que cette mixture que tu as dans ton verre? Du punch. Pour faire plaisir aux vieux. Ah, vraiment, ma pauvre fille, t'as aucune dignité. Hein. Mais j'aime le punch. T'aimes le punch? Première nouvelle. Il est vrai que si je vous laissais faire, vous seriez bien capables tous deux de vous découvrir quantité d'autres goûts communs. Hein. Pourquoi pas celui de la réussite, par exemple? Ah, mes enfants, heureux de vous voir. Ça va, mon oncle? Bonsoir, mon oncle. Bonsoir, ma petite Marthe. Yves, tu permets, elle est trop jolie, il faut que je l'embrasse. Sacré vénard, hein. Ah, et celui-là, avec son air triste et son allure romantique, c'est Jimmy Jacobsen, le fils de mon ami Eric Jacobsen, dont je vous ai si souvent parlé. N'est-ce pas, Yves? À moi, mon oncle? Mais naturellement, à toi. Si tu ne fais pas attention à ce que je dis, eh ben, je ne te parlerai plus. Bref, voici Jimmy Jacobsen. Madame, monsieur, Moi, monsieur, j'ai beaucoup entendu parler de votre père. Enfin, Marthe, tu es folle, il nous a jamais parlé. Qu'est-ce que ça peut faire? Ah, ma petite Marthe, je ne me lasse jamais de te regarder. Eh oui, le commandant Jacobsen, un rude gaillard, croyez-moi. Nous en avons vécu de ces aventures ensemble. à la Nouvelle-Orléans notamment, n'est-ce pas, capitaine? Du moins, d'après ce que mon père m'avait raconté. Jeune homme, je doute fort qu'il vous ait raconté l'histoire dans sa version intégrale. Et ne comptez pas sur moi pour le faire devant une dame. Je vous sers un punch, mon oncle. J'allais t'en prier, ma petite Marthe. Et vous, monsieur? Oh, merci, volontiers. Ah, je ne comprends pas tous ces gens qui disent ou qui écrivent 1000 horreurs sur la famille. Où est-on mieux qu'au sein de sa famille? Qu'y a-t-il de plus plaisant qu'un dîner de famille, hein? Tenez, mon oncle. Merci, mon petit. Au fait, à quand remonte notre dernier dîner? À plus d'1 an, mon oncle. Extraordinaire. Je n'ai jamais eu le sens du temps qui passe. Ce soir, la famille est au complet. Jimmy fait partie de la famille. Comment cela, mon oncle? J'ai toujours considéré son père, Eric Jacobsen, comme mon frère. Plus que mon frère, même. Je te l'ai assez souvent répété, mais tu ne fais jamais attention à ce que je dis. Et le fils de mon frère, c'est mon neveu, obligatoirement. Qu'en penses-tu, mon chéri? Rien, mon oncle. Buvons à la famille retrouvée. Tu ne bois pas, Yves? Mon verre est vide, hein. Eh bien, serre-toi. Monsieur, vous comptez vous installer définitivement parmi nous, à Belle-Île? Madame, mon père m'a appris à me méfier de l'expression définitivement. Ah? Du moins, tant qu'on a la chance d'être encore en vie. Jimmy restera ici tout le temps nécessaire à l'exécution de son travail. Je suis romancier, madame, et j'ai eu l'idée, un peu en souvenir de mon père, de consacrer un ouvrage à l'aventure maritime. Si le capitaine consent à parler sincèrement, ce n'est pas la matière qui va me manquer. Ça, je le crois également. Mon oncle a vécu une vie tout à fait Mais remarquable. qu'est-ce que tu en sais? Ben, elle le sait parce qu'elle écoute ce que je raconte. Toi, tu n'écoutes jamais rien. Tu ne savais même pas qui était Eric Jacobsen. Alors, ah, mon Dieu. Je suis sûr que vous vous êtes demandé ce que j'étais allé faire à Paris et pourquoi j'y étais resté si longtemps. Vous êtes libre, mon oncle, de faire ce que bon vous semble. Même d'oublier les rendez-vous que vous donnez. Yves! Eh bien, je vais vous dire ce que j'étais allé faire à Paris. Non seulement je vais vous le dire, mais je vais vous le montrer. Attendez.
Voici, regardez. Eh oui, c'est beau, n'est-ce pas? Je vous assure que je ne suis pas passé inaperçu, place Vendôme, en achetant d'un seul coup une telle quantité de bijoux. Regarde, ma petite Marthe, regarde. Tu touches, si cela te fait plaisir. Hein? Une pierre, ça se caresse. Hein? Alors, pourquoi hésites-tu? Puisqu'ils sont à toi. Je te les donne. Cette fois, vieux Forban, vous avez passé les bornes. Viens, Marthe. Mais qu'est-ce qu'il a encore compris, le minute? C'est pourtant facile à comprendre. Hein. Ce qui est facile à comprendre pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Et inversement. Alors le vieux Forban te donne l'ordre de rester, de t'asseoir et de l'écouter. Mais... Je suis vieux, c'est vrai. Si vieux que même un imbécile l'a remarqué. En dépit du livre que ce brave Jimmy va me consacrer, je ne suis pas immortel. Vous êtes mes héritiers. Voilà. Ne vous réjouissez pas trop vite. Pour une succession embrouillée, je vous promets une succession embrouillée. Nous ne portons plus le même nom. Les notaires ne sont pas des rapides. Que se passera-t-il quand vous serez sortis, des années plus tard, de ce labyrinthe juridique? Eh bien, le fisc vous raflera, au nom des droits, tout ce que les gens de justice auront eu la bonté de vous laisser. Voilà ce qui se passera. Tandis qu'avec ces babioles, les données du problème sont tout à fait différentes. Mon oncle, je vous demande d'excuser Yves. Nous avons quelques difficultés en ce moment et il est nerveux. Alors, excusez-le, s'il vous plaît. Je suis habitué à ces foucades. Yves, excuse-toi. Non, laisse, ma petite Marthe, laisse. Il m'a traité de vieux Forban, moi je l'ai traité de Minus. Nous sommes quittes. Non, j'ai compris vos intentions à notre égard et je vous en remercie. Seulement, est-il indispensable que j'emporte tous ces bijoux avec moi? Mais naturellement, mon petit. S'il m'arrive quelque chose et qu'on les trouve dans mon coffre, ils seront portés sur l'inventaire et l'opération devient sans objet. Mais attention, c'est mon trésor de guerre que je te confie là, hein? Il n'est pas question de le réaliser avant ma disparition. Ah? Oui, tu disais quelque chose, Yves? Non, rien, mon oncle. Rien. Alors, tu ne dois rien vendre tant que je suis vivant, tu m'entends, ma petite Marthe? Porte-les si ça te fait plaisir, mais ne vends pas. Il ne me déplaît pas de penser que je ferai encore un peu de contrebande, même après ma mort. Qu'est-ce que c'est? Des coups de feu, il me semble. Je vais voir, capitaine. C'est ça, Jimmy. Marthe, serre-moi un autre punch. Oh, tout de suite, mon oncle. Tu devrais porter ce collier pour passer à table. Ah? Ah, bien sûr, ce ne sont pas de vrais bijoux de famille, de ceux qui se transmettent de mère en fille. Non. Ma mère, mes grands-mères, quand elles remaillaient les filets, ou qu'elles allaient chercher du varech à marée basse pour les tendre dans les champs, ne portaient pas de bijoux. Des petites croix de cuivre, peut-être. Mais il faut bien qu'une génération commence. Et dans la plupart des cas, ça a commencé avec un vieux Forban. Alors, Jimmy, cette fusillade... Rien de grave, capitaine. Jonathan avait un peu forcé sur le punch et il avait cru voir des rôdeurs sur le chemin qui mène à la plage. Ah. Monsieur, le dîner est servi. Très bien, Marie. Passons à table pour un vrai dîner de famille, puisqu'on s'est déjà engueulé. Eh bien, Jonathan, Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? il y a que c'est l'heure du punch et que mon verre n'est pas servi. Ah, excusez-moi, capitaine. Je vais vous servir tout de suite et immédiatement, sans plus attendre, ni plus tarder davantage. Je l'espère bien. Tenez, capitaine, voici votre verre. Vous allez m'en dire des nouvelles. Je crois que j'ai mis juste assez de sirop pour un premier punch. Et c'est pas facile de trouver la dose exacte. Moi, il m'a fallu des années et des années pour apprendre. En effet, il est parfait. Et puis, vous avez vu, capitaine, ce matin, on a reçu des bons petits citrons verts. Pas comme l'autre fois, que ces abrutis avaient tout laissé pourrir à la douane, alors. Ne dis pas du mal des douanes. Sans le vouloir, c'est elles qui sont à l'origine de notre fortune. Ah, alors, à la santé de messieurs les douaniers, capitaine. C'est ça. On leur doit bien ça.
Que fait notre ami Jimmy aujourd'hui? Comme tous les jours, même programme a changé depuis 3 semaines. Il est sur le port à regarder l'arrivée du courrier. Tous les matins, il y va et il y retourne l'après-midi. C'est une habitude qu'elle est devenue comme une manie. À votre avis, capitaine, pourquoi qu'il fait ça, monsieur Jimmy? Comment veux-tu que je le sache? Je me demande si des fois, il n'attendrait pas quelqu'un par hasard. Qu'est-ce que vous en pensez, capitaine? Rien, je ne sais pas. Il aurait pu vous le dire pendant tout ce temps qu'il passe à causer avec vous, à moins que vous vouliez pas me le répéter, que ce soit comme un secret entre vous deux. Et vous aussi, vous passez pas mal de temps à bavarder ensemble. Pourquoi ne lui as-tu pas demandé? Ah, mais je lui ai demandé, plusieurs fois même. Alors? Je sais pas comment il s'y prend, monsieur Jimmy. Mais tout en ayant l'air de vous répondre, on s'aperçoit qu'en réalité, il ne répond jamais directement à la question. Alors moi, vous me connaissez, capitaine. Par politesse et bonne éducation, j'ose pas insister. Mais de son côté, alors là, je vous assure, il se gêne pas. Il en pose des questions et même quand il devrait comprendre qu'on ne tient pas à répondre, il insiste quand même. Quel genre de questions? Oh, des questions sur votre vie passée, le nom des navires que vous avez commandés, depuis combien de temps que je vous connais, pourquoi je ne peux pas retourner à Haïti, et avec des drôles de précisions. Tenez, par exemple, ce que nous faisions pendant la guerre, quand la flotte américaine faisait le blocus de la Martinique, ou qui avait tout l'or de la Banque de France. Comment qu'il a su ça? C'est pas son père qui l'a pu lui raconter, vu que le commandant Jacobsen, moi je l'ai jamais connu, c'était pas de mon temps. Alors, comment qu'il a su? C'est moi qui le lui ai raconté. La seule fois de mon existence où l'on a voulu me décorer pour fait de contrebande. Ah oui, je me souviens. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Ah, mais alors, quelle rigolade, capitaine. Mais au fait, capitaine, pourquoi qu'il a besoin de me demander tout ça à moi, vu que vous lui avez déjà raconté? Il n'a pas confiance en vous, alors? Il écrit ma biographie. Votre quoi? Il écrit un livre sur moi. Alors il a besoin de recueillir le plus grand nombre d'informations. Si par hasard j'oubliais un détail... Oh, si vous oubliez un détail, c'est pas moi qui m'en souviendrai. Vu que nos deux mémoires, elles sont pas comparables, capitaine. Soit dit sans vouloir vous flatter, votre cerveau, il est un peu mieux organisé que le mien. Il y en a là-dedans, sauf votre respect. Alors c'est vrai cette histoire. Il va écrire un livre sur vous. Un vrai livre, comme un livre d'histoire de France que tout le monde y pourra lire. Mais oui, Jonathan. Et ça te fait rire? Oh, oui, alors, capitaine, ça me fait rigoler. Mais qu'est-ce que je peux rigoler, alors? Et peut-on savoir pourquoi? Si jamais, monsieur Jimmy, il écrit seulement le 10e de la 100e partie de la moitié du quart de vos aventures, alors là, qu'est-ce qu'on va rigoler? Parce que, capitaine, entre nous, c'est pas à chaque fois qu'on a voulu vous décorer. Ah non, alors? Ah, vous êtes là, capitaine. Tant mieux, je suis rassuré. Vous aviez donc des raisons de vous inquiéter? Oui, Peut-on savoir? j'ai commis une faute professionnelle grave. Pendant quelques heures, j'avais cessé d'assurer votre protection et pendant ces quelques heures, il pouvait tout se passer. Comme je n'en ai rien su, un bon point pour votre franchise, mon cher Jimmy. Ça ne sert à rien de reconnaître ses erreurs si ce n'est pas pour en tirer parti. Capitaine, je crois que notre plan de défense est mauvais. Vous avez raison. Ils ne m'ont pas encore identifié, mais ils se rapprochent. J'ai appris qu'ils étaient à Lorient avant-hier. Oui. Ils utilisent toujours la même méthode. Ils relèvent dans l'annuaire téléphonique la liste des Lebras. Ensuite, ils vont les voir en prétextant le fabuleux héritage de François Lebras. Et on bavarde autour des verres. J'ai connu autrefois un François Lebras. Il naviguait dans les Antilles. Non, ce n'était pas lui, ce François Lebras, là, était forgeron, etc., etc. Ils sont patients, ils ont tout leur temps. Mais ils se rapprochent, je vous le dis. Et bientôt, ils vont découvrir que la Bretagne compte aussi quelques îles. Alors, à ce moment-là, ils trouveront Yves Lebras dans la liste des abonnés
de la ville du Palais. En l'état actuel des choses, vous pensez que votre neveu est le seul maillon qui puisse leur permettre de remonter jusqu'à vous? C'est évident. Pourquoi en voudrait-il au Seigneur Hermano da Costa alors que c'est François Lebras qu'il cherche? Ça n'a vraiment aucun rapport. Oui. Alors, que vous le vouliez ou non, je ne vois qu'une solution. Mettre votre neveu dans notre jeu. Sinon, je ne réponds de rien. Non, c'est impossible. Avant, il n'y avait que de l'inimitié entre nous. Maintenant, c'est de la haine. Une haine tenace, solide, à couper au couteau. Mon neveu ne pense qu'à ma mort. Seulement, il est trop étochard pour agir lui-même et pas assez débrouillard pour recruter des tueurs. Ce n'est tout de même pas moi qui vais les lui servir sur un plateau avec la notice explicative sur la manière de s'en servir. La jeune femme, Marthe, je crois, elle me paraît plus digne de confiance. Nous pourrions peut-être nous en faire une alliée. Ah, Marthe, évidemment. Signer avec elle. Signer avec elle. Oh non. Non, laisse-moi. Oh, je t'en prie. Encore. Non. Oh non, laisse-moi. Faut que je m'en aille. Oh, je t'assure, il faut que je m'en aille. Déjà. Oui. Mais pourquoi? Parce que je dois rentrer à la maison. Et tu n'as jamais pensé à un soir où tu ne serais pas obligé de rentrer à la maison? Si. Quelquefois. Seulement, tu ne crois pas que je sois la bonne occasion? Et tu rentres à la maison pour retrouver ton mari jaloux qui va t'assommer avec ses questions? Tu n'as pas confiance en moi? Je sais pas. Si tu ne sais pas, c'est que... Vraiment, tu ne sais pas. Allez, petite bourgeoise, il est temps de rentrer à la maison. Allez, va! Le seigneur et maître pourrait s'impatienter. Pourquoi t'es méchant? Méchant? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, méchant? Je dis la vérité, c'est tout. Il faut regarder les choses en face. Tu es une petite bourgeoise. Oh, oui, une toute petite bourgeoise. Il ne faut pas confondre, tout juste bonne au petit adultère, mais qui tremble dès qu'il s'agit de la grande aventure. Quand je t'ai vu la première fois, je m'étais fait une autre idée de toi. Ouais. T'as quand même été bien content de me trouver. Oh, ne sois pas vulgaire, je t'en prie. C'est la seule chose que je ne pardonne pas. Tout le monde dit que ton mari est un idiot, mais moi je trouve qu'il a bien raison d'être jaloux. Ah oui, et pourquoi? Parce que tu es encore là. Mais ma parole, tu me fais la peur? Non. Tu peux même revenir demain si tu en as envie. Trop aimable de ta part. Oh, pas d'ironie, je sais que tu viendras. Seulement, ni demain, ni les jours suivants, je ne te proposerai ce que je t'ai proposé aujourd'hui. Tu as ri, tu as cru à des propos d'hommes amoureux tels qu'on peut les lire dans les romans photos. Je ne plaisantais pas. Nous avions le temps de prendre le courrier de 4h30 et la fortune était au bout du voyage. Seulement, pendant que je mettais mon cœur à nu, toi, tu t'es déshabillé. C'est pas vrai, Jimmy. Tu ne t'es pas déshabillé? Si. Mais tu m'as jamais ouvert ton cœur. Je sais même pas qui tu es. Le fils du commandant Eric Jacobson. Que Dieu ait son âme. Oh, tu te prétends écrivain, t'as pas l'air d'un écrivain? Tu connais beaucoup d'écrivains? Non, aucun. Alors? Oh, alors tu me retardes avec ton bavardage. Tu m'empêches de penser à ce que je vais dire à mon mari en rentrant. Allez, au revoir, Jimmy, chérie. À demain.
Capitaine! Oh, vous savez pas ce qui se passe. C'est véritablement affreux et bouleversant. Affreux, oh oui, et bouleversant, oui. J'en perds le souffle. Remets-toi, mon brave Jonathan. J'ai couru aussitôt pour vous avertir. Et à ton âge, ce ne sont pas des choses à faire. Monsieur Yves... Eh bien, monsieur Yves, Qu'est-ce qu'il a encore fait, cet imbécile? il a été arrêté par les gendarmes. Jusqu'à présent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non mais attendez, capitaine, attendez. Il a été arrêté parce qu'il venait de tuer sa femme. Quoi? Il a tué sa femme. Une crise de jalousie à ce qui paraît. Ce n'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Ma petite Marthe. Ma petite Marthe. C'est comme je vous le dis, capitaine. Je te crois, mon vieux Jonathan. Je te crois. Monsieur Jimmy qui vient d'arriver, il pourra vous le confirmer. N'est-ce pas, monsieur Jimmy? C'est exact, capitaine. Oh. Ma petite Marthe. Excusez-moi, capitaine, de parler affaires en un tel moment, mais j'aimerais que vous me régliez les sommes qui avaient été convenues entre nous. Je pars. Je n'ai plus rien à faire ici. Vous partez, Jimmy? Et pourquoi partez-vous? Parce que votre neveu étant en prison, et pour un assez long moment, vraisemblablement, il ne pourra pas envoyer les tueurs sur votre piste. Les tueurs, je m'en fous des tueurs. Je les emmerde, les tueurs. Ils peuvent bien envoyer ici tout le banc et l'arrière-banc de la Sicile. Je m'en fous à présent, mais totalement. Les tueurs, vous avez été assez jobards pour croire à leur existence. Mon pauvre Jimmy, si la mafia m'avait condamné, elle n'aurait pas attendu 2 ans avant de retrouver ma trace. Les tueurs, ils n'ont jamais existé que dans mon imagination et dans la vôtre ensuite. Si je vous ai fait venir ici, c'était dans un but bien précis et dont je ne pouvais pas encore vous parler. Ça, figurez-vous que je l'ai tout de suite compris. Oui, vous voulez crâner jusqu'au bout, hein? Vous avez deviné immédiatement ce que j'attendais de vous, hein? Oui, vous êtes un petit génie. Non, capitaine, il m'a fallu un certain temps pour comprendre l'objet de ma véritable mission. Ah, vous le reconnaissez quand même. Seulement, pour la mafia, je savais à quoi m'en tenir dès le premier quart d'heure de conversation. Vous bluffez, mon petit Jimmy. Non, capitaine. Si j'avais cru à la mafia, j'aurais refusé même pour le centuple du prix convenu. Bon, le centuple tout de même. Moi aussi, je tiens à finir dans la peau d'un vieux forban respectable et respecté. Bon, si vous avancez des arguments d'ordre sentimental, peut-être serais-je enclin à vous croire. Alors pourquoi êtes-vous resté? Première hypothèse. Vous étiez fou, et la prudence recommande de ne pas contrarier les fous. Surtout quand ils manient le revolver avec votre dextérité. Cette hypothèse étant exclue, examinons la suivante. La mission que vous aviez décidé de me confier était tellement dangereuse, sans doute une véritable mission suicide que vous n'osiez même pas en parler. Ouais, alors dans ce cas, pourquoi être resté? Je vous ai dit que je ne m'assois jamais à une table de poker, c'est vrai. Ma vie est une perpétuelle partie de poker. En ce moment même. Parce que les événements ne se sont pas déroulés selon vos plans, par dépit. Vous avez envie de me tuer. Seul vous retient le souvenir des cartons que nous avons faits ensemble sur la plage, où je me suis contenté d'être juste un tout petit peu plus rapide que vous. Ce n'est pas un joli poker, ça? Alors si je suis resté, disons que c'est par goût du jeu. Que diable, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Qu'en pensez-vous, capitaine? Je pense que, quelle que soit la place, il ne faut jamais retenir le candidat le plus intelligent. Vous étiez non pas amoureux. Les amoureux ne deviennent jamais de vieux forbans respectables et respectés. Mais vous étiez tenaillé par le désir que Marthe faisait naître en vous. Conscient des difficultés que vous auriez à vous faire accepter. Vous vouliez la réduire à votre merci. Pour cela, il fallait supprimer le mari. C'est bien cela? Continuez. Et c'est là que j'entre en scène. Vous concentrez toute mon attention sur le couple. Vous me donnez l'ordre de le surveiller. Connaissant le caractère
maladivement jaloux de votre neveu, vous pensez qu'un jour ou l'autre, il prendra ombrage de mes assiduités. Et c'est sur moi qu'il devait tirer. N'est-ce pas? N'est-ce pas, vieux Fourban? Taisez-vous. Ma mission est ça, évidemment. Vous ne pouviez pas me le révéler. Ma mission était de me faire descendre par un mari jaloux. Vous avez voulu ma mort, Captain. Non, Enfin, j'ai été très honnête avec vous. Je me suis assuré auparavant que vous étiez expert dans tous les arts de combat. Je voulais vous laisser une chance. La chance de tuer le cocu et de finir mes jours en prison? Vous savez, Jimmy, en France, les jurys sont très indulgents pour les crimes passionnels. J'ai été loyal avec vous. Toujours est-il que le mari bafoué ne s'est pas conduit comme on l'espérait. Il a tué la femme au lieu de tuer l'amant. Dire que rien de cela ne serait arrivé si une petite bourgeoise avait cru à la réalité de la grande aventure. Oh! À propos, j'ai profité de la confusion que régnait à l'hôtel pour récupérer ceci. Je n'ai pas pris les écrins, ça déforme les poches. Merci, Jimmy, merci. Il ne fallait pas courir tellement de risques. Ces bijoux ne sont que d'habiles copies. Ça aussi, figurez-vous, je l'avais compris. Vous êtes irritant, vous savez toujours tout. Réfléchissez. S'ils avaient été vrais, est-ce que je vous les aurais rapportés? Vous m'auriez méprisé? Captain, je vais faire ma valise. Préparez-moi mon chèque. Jimmy, vous ne voulez pas rester? Pourquoi faire? Bon, je sens que je vais m'ennuyer sans vous. Et quoi que vous pensiez, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Avec mes conseils et l'éducation que vous avez reçue du commandant Jacobsen, vous avez tout ce qu'il faut pour devenir un vieux Fourban respectable et respecté. Allons, Captain. Vous savez bien que le commandant Jacobsen n'a jamais existé. Je suis un enfant trouvé. Ah oui. Oui, c'est vrai, je m'y perds, moi. Mais restez quand même. N'insistez pas. Ou alors je vais finir par croire que ma première hypothèse était la bonne. À tout de suite, Capitaine. Et pour le chèque, pour ne pas faire d'erreur entre les nouveaux et les anciens francs, rédigez le don en francs suisses. Vous avez certainement un compte là-bas. Ou alors c'est que vous n'êtes pas un vieux Fourban. Jonathan! Oui, capitaine. Vous voulez que j'accompagne Monsieur Jimmy à l'embarcadère? Non, il ira à pied, ça lui apprendra. Jonathan, tu m'as dit que tu avais à Port-au-Prince une jeune parente à laquelle tu t'intéressais. Ah oui, capitaine. Une jeune fille tout à fait charmante et tout ce qu'il y a de bien élevé. Mais que ses parents, ils ont eu des malheurs et que... Quel âge a-t-elle, Jonathan? Oh, elle vient juste d'avoir ses 18 ans, capitaine. Elle m'a encore écrit pour me dire que là-bas, avec le dernier cyclone dans la plantation, c'était la désolation. Et que... Envoie-lui dès ce soir son billet d'avion. Je veux l'avoir ici avant 48 heures. Compris? Compris, capitaine. Parfait. Eh bien maintenant, serre le punch. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Le charme mystérieux des îles, un film radiophonique de Louis Rognoni, avec Jean-Roger Cossimon, Evelyne Selena, Pierre Constant, Marie-Jeanne Gardien, Claude Dasset et Pierre Delbon. Chef opérateur du son, Sam Nieswitsky. Collaboration technique, Alain Durniac. Bruitage, Claude Knosp. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.